Alors voilà, nous pouvons commencer. Et tout d'abord, on parle de vers à soie, mais les petites bébêtes que vous voyez ici, c'est pas des vers. C'est quoi? Des chenilles. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et comme tout le monde le sait, les chenilles vont donner des papillons. Voilà, oui. Et le papillon, il s'appelle le bombix du mûrier. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mûrier, c'est un arbre et non pas qui produit des mûres d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec la ronce qui... avec les baies là qu'on trouve... la ronce qu'on trouve... Chez nous, on en a. Oui. Voilà, c'est donc un arbre. Et jadis, toute l'Ardèche était couverte de mûriers. Vous allez voir qu'il fallait une nourriture pas croyable. Alors, je vais donc ici vous montrer un petit élevage tout simplement classique, facile à faire, à condition d'avoir des œufs pour démarrer et d'avoir des mûriers dans son jardin. Vous pouvez faire ça. Et puis c'est même... un arbre qui pousse dans tous les climats. Oui, il s'est adapté à... Moi j'ai un ami maintenant qui est dans les Vosges à 700 mètres et il fait de l'élevage pour le plaisir. Voilà. Alors, on va, si vous voulez, grâce à ce petit élevage, vous montrer, on va dire, la biologie du ver, mais surtout, je vais en profiter pour vous dire, dans le bon vieux temps, ça se passait comme ça. Entendu. Alors, on va remonter le temps. J'ai ici une ponte des œufs qu'une femelle bombix du mûrier m'a pondu l'année dernière à la même époque, au mois d'août, on va dire. Okay. Il y en a à peu près 300 à 500 suivant les pontes. Ces œufs, je les ai conservés pendant 6 à 7 mois à température ambiante, en tous les cas 20-22 degrés. Et à partir de janvier, février, je les ai mis dans le bas du frigo. Minimum 4 mois. Il faut l'hiver, il faut du froid. 6 et 4, 10, on est au printemps. Les mûriers commencent à avoir des feuilles, je peux démarrer mon élevage. Qu'est-ce que je fais? Je sors ça du frigo, je mets ça dans une boîte comme ceci, un mouchoir imbibé d'eau, parce qu'il leur faut quand même pas mal d'humidité, et je tourne, si je suis au mois d'avril ou mai, je tourne le radiateur pour avoir 22-23 degrés. D'accord. Et au bout de 10 jours... C'est pas écolo, hein. Au bout de 10 jours, il sort des petites chenilles. Alors là, il faut avoir des bons yeux, mais toutes ces taches grises, noirantes, c'est des petites chenilles qui sont nées il y a 2 jours, même pas, hier, avant-hier. Voilà. Alors, comme la vidéo et l'ordi sont venus à mon secours, je vais vous montrer la naissance avec ce petit film. Ça, c'est formidable. Voilà, donc voilà des œufs fortement grossis. Et vous voyez, la petite chenille sort de l'œuf. 3 mm, toute poilue, noire, alors qu'après elle va devenir blanche. Et tout de suite, je ramasse de la feuille de mûrier, mais la feuille tendre, là. Mais pourquoi du mûrier? Il n'y a que ça, elle aime que ça. Oui, alors... Elle aime que ça. Elle ne mange... feuilles, mais non, c'est ça. Il y a eu des essais avec d'autres feuilles, mais ça n'a jamais joué. Donc, si on fait un peu de biologie des papillons, finalement, vous en avez qui sont monophages, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne mangent qu'une seule variété. Je pense, par exemple, moi j'ai élevé, j'étais prof de bio, entre parenthèses, j'ai élevé la vanesse de l'ortie, donc elle mange les feuilles d'ortie. Le beau macaon qui vit sur les carottes, il mange les feuilles de carottes. À côté de ça, vous en avez... On voit un peu noir et jaune. Oui, mais il y en a de moins en moins, les papillons. Mais ça revient un peu. Oui, heureusement, parce que ici, ça ne revient pas du tout. Alors, même avec ceux-là, j'arrive plus à cause des insecticides. Ah, donc il y en a des monophages, ça je ne savais pas. Mais dans les papillons, on est bien d'accord. Ceux-là, ils sont monophages, mais il y en a aussi des polyphages. Par exemple, j'ai le bombix série, qui est aussi un papillon qui fait, une chenille qui fait un joli cocon.
Je peux l'élever sur les landes, c'est un arbre qui sont pas bons, les feuilles, etc. Et aussi sur le troène, ce qui est pratique parce qu'on peut l'élever en hiver. C'est commun, plus le troène. Et puis le lilas, voilà. D'accord. Donc, tout de suite, je leur mets de la petite feuille et tout de suite, ils se mettent à boulotter. Ils boulottent. Alors, si vous voulez bien, on revient en 1820. D'accord. La ferme ardéchoise, comme la ferme du Loiret, 1820, 3 générations, les grands-parents, les parents, les enfants. La seule pièce où il fait un petit peu chaud, c'est la cuisine où il y a une grande cheminée. Et c'est la mamée, la grand-mère, qui va s'occuper de ce qu'on appelle l'éducation. On ne parle pas d'élevage du ver à soie, on parle d'éduquer des vers à soie. Tellement vous allez voir, elle va y prendre soin, la mémé. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas dans le bas du frigo, parce qu'il n'y a pas de frigo en 1820. Elle va à la cave où elle a une certaine quantité d'œufs, comme ça. Ils appelaient ça d'ailleurs des graines, pas collées là-dessus, mais dans un petit sac, elle a des graines qu'elle a gardées l'année précédente. Oui. D'accord? En général, ici, il travaillait, le petit paysan, il travaillait avec 1 once ou 2 onces de graines, 2. Il faut savoir qu'1 once égale à peu près 20, ça dépend des régions, mais 25 à 30 grammes. Donc imaginez la grand-mère avec ces 30 grammes d'œufs, ça fait déjà, je peux vous dire, 30 grammes, 60 000 chenilles. Donc 2 onces égale 120 000. Alors la mémé, elle va à la cave, elle a préparé un joli bout de tissu, là, tout propre, qu'elle a bien lavé et tout, et elle met ses graines, ses œufs dans ce bout de tissu, et elle le noue, comme ça. Pour ça qu'on parle de l'éclosion nouée, et elle le met sur sa poitrine. Ah d'accord. C'est donc la chaleur humaine qui fait office de 22-23 degrés. Et on disait, la mamée, elle couve. Elle couve forcément, d'accord. Et pourquoi la mamée? Eh ben, parce que c'est quand même la dame qui bouge pas trop, tandis que la maman, elle va au champ, elle travaille. Il y a moins de risques. Elle est près de la cheminée, elle bouge pas trop, elle les prend avec au lit. Oh là là. Le soir, elle les met sous les dredons. Vous rigolez, mais c'était comme ça. Et voilà. Puis après, pour vous quand même tout vous expliquer, après, plus tard, dans les années 50, on va dire 1800, ils ont quand même changé un peu de tactique, parce que la grand-mère, c'était bien beau, mais... Et vous avez ici ce qu'on appelle l'éclosoir ou le castelet des Cévennes. Alors c'est, si vous voulez, une étuve. On mettait de l'eau chaude là-dedans et les graines, les œufs étaient déposés sur un tiroir comme ça. D'accord? On mettait de l'eau chaude circulait dans les tubes, 20-23 degrés. Il fallait quand même conserver cette chaleur pendant une dizaine de jours. Alors il y avait quelque chose de... C'est ces petits lampions. C'est des bouts de liège avec une petite mèche au centre. Sous l'éclosoir, une assiette ou un bac avec de l'eau et dessus de l'huile. Vous savez tous que l'huile nage. Et ils mettaient ces petits flotteurs et ils les allumaient. Donc c'est un peu comme les chauffe-plats bougies actuelles. Et donc ils maintenaient les 20-23 degrés en permanence là-dedans.